Donc merci à toutes et à tous là d'être présents, et puis donc on l'a mis la possibilité de la faire en visio puisqu'on a été sollicité aussi par la presse, je dirais, professionnelle de la capitale. On va se présenter tous les deux. Jocelyn. Donc, docteur Jocelyn Delahaye, médecin généraliste en Mayenne, dans un pôle santé. Alors je suis le président d'MG France 53 pour le département. Et Luc Duquesnel, donc médecin généraliste à Mayenne et président de la CSMF 53, puis aussi avec une casquette nationale puisque président des généralistes CSMF. Bon, comme vous allez, est-ce que d'abord vous nous entendez bien déjà de Paris? Très bien. Ça roule. Alors vous allez voir une conférence de presse qui va avoir plus une coloration médecin généraliste, mais je prends tout de suite les devants pour différentes raisons, parce que c'est vrai, c'est souvent les généralistes qui en premier se mobilisent, et en sachant que j'ai voulu qu'au départ, cette conférence de presse soit locale, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des mouvements nationaux, l'important c'était aussi de voir la mobilisation du terrain. Et mobilisation du terrain, et dans un département comme la Mayenne, qui est le 3e département à la plus faible démographie en médecins généralistes de France, au niveau département, on n'a pas que des problèmes de médecins généralistes, c'est une vraie problématique de toutes les spécialités médicales, tout particulièrement les spécialités cliniques. Juste pour chiffrer, je dirais que moi, depuis un mois, dans le nord de mon département, les rendez-vous chez le cardiologue, c'est février 2024. Donc vous imaginez, quand vous êtes médecin traitant, vous avez des patients à faire voir un cardiologue, et là on sort tous les deux de la commission paritaire locale à la CPAM, et dans tout le sud du département, c'est un tiers de la superficie du département, eh bien les femmes n'ont plus la possibilité de faire des mammographies de dépistage, parce qu'il n'y a plus de radiologues libéraux, et que l'hôpital de Château-Gontier ne fait pas ces mammographies. Donc ça vous montre, et donc avec des répercussions, c'est ce que nous disait la directrice de la CPAM, d'emblée, des répercussions importantes sur le dépistage, et là on est sur la prévention. Alors, ce que je vous propose, cette conférence de presse, c'est d'abord faire un constat actuel qui sera celui des départements, mais qui finalement est celui du national, tant en termes de démographie, dans quel état sont les médecins aujourd'hui, ceux qu'on a rencontrés. On a organisé une grosse réunion, on est que 165 médecins généralistes en Mayenne, on avait 53 réunis dans cette salle il y a 15 jours, savoir ce qu'ils demandent, ce qu'on leur propose et pourquoi ils sont en colère, et le début de ce mouvement qui va démarrer jeudi. Alors, oui, la démographie médicale, elle est en baisse et on nous dit que ça va s'aggraver jusqu'en 2030-2032. L'augmentation de la demande de soins, on est dans un département où en plus de ça, il y a un taux de population âgée important, le plus important de la région des Pays de la Loire, ce qui fait que l'accès aux soins, c'est-à-dire je suis un patient et j'ai besoin de voir un médecin, l'accès aux soins va se dégrader jusqu'en 2035. Ce n'est qu'en 2035 qu'on retrouvera l'accès aux soins d'aujourd'hui, qui n'est pas satisfaisant, très clairement. Les chiffres qui ont été donnés par l'assurance maladie, on était en négociation la semaine dernière. 2016, 49 000, un peu plus de 49 000 médecins généralistes. 2021, un peu plus de 47 000. En Mayenne, en 2016, on était 191. Au 1er janvier 2022, on sera 165. Alors, le nombre de médecins généralistes libéraux diminue, mais ce qui est surtout marquant pour nous, c'est le nombre de médecins traitants qui diminue. Et quand le ministre de la Santé, François Braun, nous dit qu'il y a 87% du territoire français qui manque de médecins généralistes aujourd'hui, c'est vrai, mais en fait il y a 100% du territoire français, j'y reviendrai tout à l'heure, qui manque de médecins traitants, puisqu'on voit de plus en plus de médecins généralistes, soit qui ne veulent pas être médecins traitants ou qui cessent leur activité de médecin traitant pour aller vers une autre activité. Alors, automatiquement, ça a des conséquences sur l'accès aux soins et sur la population sans médecin traitant. 2016, un peu plus de 5 millions de patients sans médecin traitant, soit 9,9% de la population. 2021, 6 350 000, soit 11,5% de la population. Juste aussi que les choses soient claires,
et ça c'est aussi bien Nicolas Revel qui nous le disait, dans les patients qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a à peu près la moitié qui n'en ont jamais eu. Ce qui veut dire aussi, alors c'est pas pour minimiser la problématique de l'accès aux soins aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi des Français qui, parce qu'ils n'en ont pas eu besoin, ils n'ont jamais été malades, c'est plus chez les gens jeunes d'ailleurs, qui n'ont jamais eu de médecin traitant. Mais aussi, et là ce qui montre le véritable problème, c'est aujourd'hui en France, 650 000 patients en ALD, c'est-à-dire avec des pathologies chroniques, parfois graves, reconnues par l'assurance maladie, qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Ça, c'est notre problématique aujourd'hui dans un département comme le nôtre. Alors cette population sans médecin traitant, il y a aussi une population qui a un médecin traitant, je le traite tout de suite parce qu'on voit la dimension du problème, c'est aussi, c'est aussi national, mais on l'a aussi en Mayenne, malgré nos problématiques d'accès aux soins, c'est aussi ces patients qui n'ont pas d'esprit assez civique et qui aujourd'hui prennent des rendez-vous, la place de quelqu'un, et qui ne viennent pas à nos rendez-vous. Aujourd'hui, je prends les chiffres de Doctolib. Aujourd'hui, il y a 28 millions de rendez-vous non honorés déclarés par les médecins avec qui ils avaient rendez-vous. Et quand on écoute Doctolib, ils nous disent c'est pratiquement le double parce que le médecin il est déjà tellement en colère qu'il ne déclare pas sur Doctolib que ce rendez-vous n'a pas été pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a plus de 50 millions, ce qu'on appelle les lapins, de rendez-vous qui sont pris, c'est-à-dire des patients qui ne viennent pas, donc on aurait pu prendre 50 millions de rendez-vous en plus pour des patients. J'ai juste à dire, c'est l'équivalent de l'activité annuelle de 8000 médecins libéraux. 8000 médecins libéraux, c'est comme si on débarquait en France, il n'y avait plus de lapins, 13 Airbus remplis de médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou d'autres spécialités. On voit tout l'apport que ça pourrait avoir en termes d'accès aux soins. Alors, et pourtant, ces médecins généralistes, ils ne sont pas restés les bras croisés, malgré leur faible nombre. Je tiens quand même à rappeler, là aussi, c'est les chiffres de l'assurance maladie, alors qu'on est dans une époque où on est plutôt dans le travailler moins, c'est aussi un phénomène sociétal et j'ai aucun jugement à porter. On le voit aussi sur les médecins, les jeunes médecins qui arrivent, probablement avec raison, qui veulent moins travailler que nous, avec des amplitudes horaires moins importantes. Mais pour autant, en 2016, la patientèle moyenne d'un médecin généraliste libéral était de 919 patients. En 2021, elle est de 1103 patients. C'est-à-dire que ces médecins, alors qu'on est dans un phénomène sociétal où on devrait travailler moins, ce qui prouve que pour ces médecins généralistes, médecins traitants, la problématique de l'accès aux soins, c'est un vrai problème parce qu'ils prennent encore en charge plus de patients. Je tiens à rappeler aussi qu'en 2020, la prise en charge en ambulatoire de la majorité des patients atteints du Covid en 2020 l'a été fait par la médecine ambulatoire. Et on a un département de la Mayenne où tous ensemble, on a 8 territoires de premier recours. L'ensemble des Mayennais, on avait 8 centres Covid. Donc pour toute la population, y compris la population rurale, on a pris en charge tous ces patients en lien avec les médecins traitants. Que l'an dernier, ces 8 centres Covid sont devenus 8 centres de vaccination en 2021 et l'essentiel de la vaccination a été réalisé par les médecins généralistes qui s'occupaient des centres Covid et avec les autres professionnels de santé, beaucoup d'infirmières, mais aussi des pharmaciens, mais aussi avec la population qui était avec nous. Et puis je rappelle qu'en 2022, alors c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le ministre de la Santé, on nous a annoncé tous cet été avec la fermeture des services d'urgence et on est dans un département où l'hôpital pivot du GHT Laval est fermé un soir sur 2 ou un soir sur 3, eh bien il n'y a pas eu de chaos hein, en termes d'accès aux soins avec la fermeture de ces services d'urgence, tout simplement parce que c'est les médecins généralistes qui ont pris en charge les patients. Et nous, on est par exemple dans un département où depuis maintenant 16 mois, on a doublé la régulation le soir. On avait cet été 65 médecins généralistes, vous voyez, plus d'un tiers des médecins généralistes du département qui s'étaient portés volontaires pour prendre en charge des patients qui appelaient le 15 et qui n'avaient pas de médecin traitant. C'est aussi pour les médecins généralistes dans nos zones rurales, mais je tiens à rappeler 97% du territoire français est couvert par la permanence des soins, même s'il n'y a que 43% des médecins qui le font parce qu'il y a des endroits où il y a SOS, il n'y a pas besoin.
97% du territoire national est couvert par la permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire que nous, sur notre département, ce soir à 20h, il y a 2 médecins régulateurs, il y a 8 médecins de garde, 8 médecins d'astreinte si besoin, et que rien que les heures de régulation aux heures de permanence des soins, sur un petit département comme nous, c'est 7000 heures de régulation en 2021. Les 23 médecins généralistes régulateurs, en plus de leur activité de la journée, en plus de leur garde d'effecteurs, ont effectué 7000 heures de régulation. Donc très clairement, les médecins généralistes, les médecins traitants ont assumé leurs devoirs. Ce qui prouve aussi ce qui s'est passé entre la crise sanitaire et la crise des services d'urgence cet été, que la médecine libérale tient un rôle central dans le système de soins. Alors dans quel état sont ces médecins aujourd'hui? Ceux qu'on a rencontrés il y a 15 jours, ceux qu'on croise au quotidien, ils sont en colère, ils sont épuisés. Ils sont épuisés, moi je suis, c'est très émouvant, moi je vais prendre il y a 10 jours, un médecin de notre territoire, 10 ans d'exercice, qui à 5 h du matin envoie un mail, c'est il y a 10 jours, hein, c'est pas vieux, 10 ans d'exercice en médecin libéral et qui envoie à tous ses confrères un mail en disant « j'en peux plus vis-à-vis de ma famille, de mes enfants que je ne vois plus, donc j'arrête médecin généraliste libéral le 31 décembre 2022. Et je vais partir médecin salarié dans un autre département, dans un service de soins de suite. » C'est aussi un gastro-entérologue que j'ai vu la semaine dernière, qui a 3 ans de la retraite, qui me dit « mais je ne pensais pas que mes dernières années de travail se feraient dans ces conditions-là. » C'est-à-dire un épuisement professionnel parce que justement, ils essayent pas suffisamment, parce que c'est un tsunami, cette problématique de l'accès aux soins auquel on est confronté. Ils essayent de faire face, ils prennent en charge plus de patients. Alors que font-ils? Et ce qui aggrave la problématique de l'accès aux soins, on en voit certains, on en discutait à la commission paritaire tout à l'heure, qui anticipent leur départ en retraite parce que c'est trop dur, soit qui partent vers un exercice salarié, comme le médecin dont je viens de parler, ou qui vont partir dans des centres de santé, où là on n'est plus à travailler 55, 60 ou 70 heures comme certains d'entre nous, ou qui décident, et c'est là toute la différence que je faisais au départ entre médecin généraliste et médecin traitant, qui décident de rester médecin généraliste, mais de ne plus être médecin traitant. Alors même si aujourd'hui dans le département on n'a pas encore ce qu'on appelle les centres de soins non programmés, je tiens à rappeler que pour ceux qui ne savent pas, un centre de soins non programmés, c'est un centre qui se constitue, on est médecin généraliste libéral, on refuse d'être médecin traitant et on prend en charge tous les patients qui ont une demande de soins. Il y en a plein qui sont créés en Île-de-France et à Paris. À Paris, c'est un désert médical. Paris, on a toujours l'impression que ça ne concerne cette problématique de l'accès aux soins que les zones rurales. Non, Paris est un désert médical en médecin généraliste, en médecin traitant. Par contre, si vous avez des demandes de soins, j'ai mal à la gorge, j'ai un problème au pied, juste une demande de soins, vous arrivez à trouver des demandes. Il vient de s'en monter à Angers et globalement, on voit de plus en plus de médecins généralistes parce que le métier de médecin traitant, on reviendra tout à l'heure, est considéré comme étant trop dur, pas pris en compte, pas reconnu par l'État et par l'assurance maladie, décide de ne plus être médecin traitant. On croule aujourd'hui sous les tâches administratives. Quand je pense que ça fait 15 ans, vu mes responsabilités, qu'au niveau national, on met en place des commissions commissions de simplification administrative pour les médecins. Mais tous les ans, on voit des trucs de plus en plus fous. Aujourd'hui, cette année, là, depuis le mois de septembre, on a des demandes en tant que médecin traitant de parents avec des nourrissons chez des nourrices qui nous demandent des certificats médicaux autorisant la nourrice à donner du Doliprane alors qu'on a fait des prescriptions aux nourrissons, mais on marche sur la tête. Il y a une prescription médicale qui est faite, c'est-à-dire que tout le monde se décharge, c'est-à-dire que ça devrait être aux parents de dire, quitte à faire un papier, hein, si la nourrice le demande, c'est aux médecins traitants qu'on demande ça, des certificats pour ne pas payer la crèche, pour ne pas payer le centre aéré quand le petit est malade, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre en charge des patients atteints de pathologies chroniques, des patients diabétiques, insuffisants cardiaques, et on passe notre temps à faire des certificats médicaux. Ces médecins qu'on a rencontrés se sentent aussi humiliés. Humiliés parce que, quand on a 10, 15, 20 ans d'exercice, moi j'ai coutume de dire que quand je me suis installé, alors c'est vrai que ça date, en 88, on voyait que des pathologies aiguës.
je voyais 6 patients à l'heure. Aujourd'hui, avec un tiers de ma patientèle atteinte de pathologie chronique en ALD, je peine à en faire 3. Alors ceux qui ne sont pas très gentils me disent que c'est peut-être dû à mon âge. Je ne pense pas que ce ne soit dû qu'à ça. Et très clairement, aujourd'hui, on fait de plus en plus de consultations de 30 à 45 minutes à 25 €. C'est quoi le modèle économique du médecin traitant aujourd'hui en France? C'est aussi tous les discours politiques et on a dans notre département des hommes politiques, des parlementaires qui sont porteurs de PPL et le ressenti en tout cas des médecins, c'est qu'on est responsable de la problématique de l'accès aux soins de la population. Les chiffres de l'assurance maladie le montrent. Je veux dire, alors, moi, dans le département, il y a des médecins qui sont à 1500, 2000, 3000 patients médecins traitants, c'est-à-dire que beaucoup trop qu'il ne faudrait. Donc, essayent de répondre et que finalement, l'image qu'on leur renvoie, bien sûr au travers de leur rémunération, mais aussi l'image au niveau de texte de loi, coercitif et tout, c'est que finalement, ils n'en font pas assez, ils devraient en faire plus. Ce n'est plus supportable. Ce n'est plus supportable. Alors qu'est-ce qu'ils demandent ces médecins? Ces médecins généralistes, mais aussi les médecins libéraux et les médecins des spécialités cliniques. C'est la même chose pour les pédiatres, pour les endocrinos, pour les psychiatres. D'abord, c'est des mesures qui donnent envie aux futurs médecins, d'être médecins traitants libéraux. Et très clairement, ce PLFSS, quand on voit les mesures qui étaient proposées vis-à-vis des jeunes, ça ne va pas être ça. C'est pas en leur mettant une 4e année, en leur disant vous allez aller dans des déserts médicaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur choix, ils ont la possibilité. Je ne serai pas médecin généraliste, je ne serai pas médecin traitant, je vais choisir une autre spécialité. On demande des mesures qui donnent envie aux jeunes retraités de poursuivre un exercice libéral. On le voit, on est dans un département, c'était une expérimentation qui a été menée avec succès, ce qu'on appelle le centre Henri Dunant, où ce sont de jeunes médecins libéraux retraités qui travaillent dans un centre, avec toute une organisation qui est mise en place, qui est structurée. Ils sont aussi maîtres de stage pour prendre en charge ces patients. Dans le PLFSS, on l'avait demandé au gouvernement, il y a un texte qui normalement devrait donner envie à ceux qui ne veulent pas arrêter. C'est pas évident quand pendant 30-35 ans on a exercé ce métier de se dire que du jour au lendemain, on ne sera plus avec les patients, avec ce rôle sociétal qu'on peut avoir. Mais c'est aussi ce que demandent ces médecins libéraux, c'est avoir les moyens de se faire aider par des secrétaires, par des assistants, par des infirmières de pratique avancée, tout ça dans des locaux adéquats. Aujourd'hui, on voit bon nombre de médecins qui éventuellement suppriment la secrétaire physique et qui rendaient des services aux patients. Nos patients âgés qui ont du mal à prendre des rendez-vous chez des spécialistes et autres et qui prennent des secrétariats téléphoniques parce que ça coûte moins cher ou éventuellement que des prises de rendez-vous sur Doctolib ou autre chose, en tout cas sur des plateformes. Je tiens à rappeler que si tout à l'heure j'ai dit qu'on était à peu près un médecin généraliste libéral en France prenait en charge 1100 patients, ce même médecin généraliste en Allemagne, il prend en charge 3000 patients. Alors il ne travaille pas plus, il travaille même un peu moins que nous. Ses revenus, c'est pas forcément, c'est aussi le sujet, sont supérieurs, mais surtout, il travaille avec une secrétaire, une assistante et une infirmière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que demandent les médecins libéraux, c'est qu'on leur donne les moyens de pouvoir travailler autrement. On n'a pas le choix, le nombre de médecins va diminuer. Donc on doit innover dans nos organisations professionnelles. Et que pour ça, non seulement on doit avoir les moyens financiers, mais aussi les moyens au niveau des locaux. On doit être accompagné pour ça. Les seules études qu'on a faites, ce sont des études de médecine. On n'est pas forcément des chefs d'entreprise, on n'est pas radiologue, on n'est pas anapathe, et qu'on a besoin d'être accompagné. Et je dirais éventuellement, en répondant à vos questions tout à l'heure, ce qui se met en place, parce qu'il se fait des choses, entre autres au niveau d'un département comme le nôtre. Alors que leur proposent les politiques? C'est d'envoyer, je l'ai dit tout à l'heure, les internes en médecine générale dans des déserts médicaux. Même si là, il y a eu des petites modifications au niveau de la dernière version du PLFSS, je tiens à rappeler que même dedans, il était marqué que le médecin généraliste tuteur pouvait être à distance. C'est-à-dire qu'on imagine envoyer des jeunes internes
On sait tous comment on était quand on était interne. On avait besoin d'avoir un autre médecin à côté de nous, d'avoir les livres dans les poches, et que le médecin tuteur, le médecin généraliste le plus proche soit par exemple à 15 km. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on va donner envie à des jeunes d'être médecin généraliste? On ne veut pas de coercition à l'installation. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut donner envie. Aujourd'hui, une coercition, je l'ai dit, 100% du territoire français manque de médecins traitants. Il est vrai qu'il y a une inégalité de répartition, mais y compris d'ailleurs dans notre département. Dans notre département, vous avez le sud du département qui a 50% de démographie médicale en plus que le nord du département et qu'Évron. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est à 48-49 médecins généralistes pour 100 000 habitants, Mayenne, tout le territoire de Mayenne, le territoire d'Évron, et si vous êtes sur Grand-Renazé, Château-Gontier, ils sont à 75, 50% en plus. Pour autant, est-ce qu'on va dire qu'on ne doit plus avoir d'installation sur ces territoires-là? Ce qu'il faut donner, c'est envie d'être médecin généraliste. Qu'est-ce qu'on nous propose aussi? C'est transférer des compétences, et là pas des tâches, à d'autres professionnels de santé. Très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va arriver à deux types de Français. Ceux qui auront un médecin traitant et ceux qui n'en auront pas. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on puisse aller vers à maintenir une qualité au niveau des soins. On a commencé une négociation conventionnelle qui, pour nous, c'est la convention de la dernière chance. C'est ce qui doit permettre aux médecins libéraux de pouvoir innover dans ces organisations, comme j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir travailler avec des assistants, des infirmières de pratique avancée, de façon à prendre en charge plus de patients sans travailler plus. Cette convention médicale, pour ceux qui ne savent pas, c'est défini par un ONDAM qui est voté dans le PLFSS, qui est de 2,9%. C'est l'augmentation de la masse financière qui est dédiée. C'est la première fois qu'on a un ONDAM qui est inférieur à l'inflation. Je tiens à rappeler que l'inflation elle est à 6,2%. Ce qui veut dire que très clairement, cette négociation conventionnelle qu'on a commencée il y a 15 jours, tous les syndicats ont claqué la porte. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de moyens supplémentaires, on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'aura pas les moyens de prendre en charge plus de patients, sauf à vouloir travailler encore plus, et ce n'est pas possible. Donc à partir de là, je l'ai dit, les médecins libéraux sont en colère, tout particulièrement les médecins généralistes. Comme je disais au départ, le sondage qu'on a fait, les murs de la grève et tout, jeudi, 80%, plus de 80% des cabinets de médecins libéraux et de médecins généralistes avant tout seront fermés dans le département de la Mayenne, et vendredi, un peu plus de 70%. Très clairement, si le gouvernement ne nous entend pas, nous allons vers un mouvement très dur. Je sais qu'il y a une autre conférence de presse qui se tient actuellement avec Médecins pour demain, avec d'autres syndicats. Ce soir, on a une réunion nationale avec le mouvement Médecins pour demain et l'ensemble des syndicats représentatifs pour décider de la suite du mouvement. Si le gouvernement ne nous entend pas, on part vers des grèves de permanence des soins, on va vers... on ne lance pas un ordre de mouvement, je sais ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, éventuellement vers une fermeture des cabinets médicaux entre Noël et le 1er de l'an. Très clairement, le gouvernement doit comprendre qu'au point où nous en sommes, on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Donc, c'est aussi, moi je trouve ça, je suis désolé d'être obligé, les médecins libéraux soient obligés d'en arriver là. C'est scandaleux d'être obligé de créer le chaos pour être entendu. Alors, on se bat pour maintenir le rôle central du médecin traitant dans le parcours de soins. Très clairement, la problématique de l'accès aux soins aujourd'hui ne doit pas être le moyen utilisé par certains, et je pense entre autres à la ministre déléguée à la Santé auprès de François Braun, d'aller vers des parcours de soins sans médecin traitant. Ça serait une part de qualité énorme pour les Français. C'est aussi permettre l'accès à un second recours ambulatoire, c'est-à-dire les autres médecins spécialistes, ne plus pouvoir passer de mammographie de dépistage, attendre 18 mois, attendre 16 mois pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue. Il ne nous reste plus que la possibilité
d'envoyer les patients quand on veut un avis vers les hôpitaux, mais en sachant que les hôpitaux sont dans la même situation que nous aujourd'hui. Je veux dire, c'est cette situation qui a été créée, je tiens à le rappeler, ceux qui aujourd'hui nous proposent des mesures coercitives, et d'ailleurs peut-on leur faire confiance, parce que ce sont eux qui nous ont mis dans la situation où on est aujourd'hui. Le nombre de médecins où on est aujourd'hui, c'était des décisions politiques d'il y a 20-25 ans. Donc aujourd'hui, pour nous, le but, c'est en effet le rôle du médecin traitant dans le parcours de soins, un second recours ambulatoire accessible, et puis limiter donc au strict nécessaire les prises en charge hospitalières pour des soins critiques. Et donc notre mot d'ordre à tous, je dirais, il est devant sur la banderole. C'est pas de santé sans médecin, et c'est pas de médecin sans moyens. Alors là, on peut... Est-ce que tu veux, Jocelyn, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'ai aussi voulu que sur le département, on le fasse en intersyndical. C'est vrai que historiquement, bon, on a quand même 40% des médecins généralistes du département, c'est le meilleur score national, qui sont syndiqués à la CCMF 53, mais pour autant on travaille ensemble, on a travaillé ensemble pendant toute la crise sanitaire. Je veux dire, c'est les mêmes médecins qu'on représente, et très clairement... on a vocation à travailler ensemble et à se battre ensemble parce que là, on n'a pas le choix. Si tu veux intervenir, Jocelyn. Juste pour dire, on a clairement la même convergence d'idées, la même convergence de dépit, même de mon côté, et de colère. Donc c'est pour ça que je suis là avec Luc aujourd'hui, pour représenter MG France également. Après, on n'a pas forcément la même convergence pour les solutions. Alors, entre nous, clairement, je pense qu'on a les mêmes. C'est plus avec Médecins pour demain, on n'aura pas forcément la même colère, ça c'est clair. Moi, c'est la première fois que je me mets en grève. Je suis installé depuis 10 ans. Je n'ai jamais eu aussi peur pour mon métier. Et puis surtout pour les patients, parce que là, c'est du quotidien. Je reçois des mails au quotidien. Le patient, mais dans la détresse, j'ai reçu un mec, j'ai jamais eu ça. Hier, une dame qui menace de se suicider parce qu'elle n'est pas soulagée par la douleur. On attend des avis spécialistes avec des délais de plus de 6 mois. Donc je prends mon téléphone ce matin dans l'urgence, mais même ça, j'arrive pas à avoir des rendez-vous rapides pour elle. Donc moi, je suis dépité. Donc il faut qu'on bouge. Maintenant, aux politiques de nous écouter, de nous aider et de remettre les choses en place dans un pays comme la France. C'est exagéré ce manque de moyens au niveau médical. Les urgences sont fermées ce soir. C'est devenu notre quotidien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en Mayenne ce que c'est, quoi. Alors c'est volontairement que je n'ai pas été sur des mesures plus précises parce que je me suis dit qu'il y aurait sûrement des questions dans celles qu'on demande. Voilà, par rapport, entre autres, pour ce qui est des niveaux de rémunération, et qu'aujourd'hui on fait beaucoup écho d'une demande de certains et qu'on ne partage pas forcément, mais là je me suis dit qu'il y aurait sûrement des questions là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas traité dans la conférence de presse. Alors je ne sais pas, au niveau des... est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont en visio? Michael. Oui, et un petit peu, vous m'entendez? Très bien. Très bien, impeccable. Michael Pichard, Ouest France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le retour et les craintes de vos patients par rapport à cette pénurie médicale? Mais les craintes, c'est leur quotidien. C'est aussi bien d'abord quand on a un médecin traitant, c'est les délais de rendez-vous. Je parle là des médecins généralistes, mais c'est valable pour les autres spécialistes. Quand je fais un courrier à un cardiologue et que le patient me rappelle, après avoir appelé le cardiologue pour me dire « Écoutez, j'ai un rendez-vous en février 2024 », qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? D'abord, je n'ai pas le temps d'appeler, c'est pas forcément une urgence, je ne vais pas forcément dire au cardiologue qu'il y a une urgence, mais si je demande un avis cardio, c'est pas pour dans 18 mois.
c'est le fait, c'est pour les patients. Voilà, on a un certain nombre de médecins généralistes qui cessent leur activité dans le département, et comme partout ailleurs en France, d'ici la fin de l'année. Leur angoisse, c'est de ne pas retrouver un médecin traitant. Encore aujourd'hui, vous êtes diabétique, insuffisant cardiaque et tout, vous avez besoin d'un suivi régulier. Alors les médecins qui partent font des ordonnances de 6 mois, parfois certains d'1 an, en se disant que le médecin va pouvoir. Mais aujourd'hui, avec nos organisations, aujourd'hui, si on n'embauche pas des assistants médicaux, si on ne travaille pas avec des infirmières de pratique avancée, on est à des niveaux de patientèle qui fait que ce n'est pas possible. Ou alors, prendre en charge de nouveaux patients se ferait au détriment des patients qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, donc voilà, et puis je sais aujourd'hui aussi qu'il y a les psychiatres qui manifestent aujourd'hui. Je crois que c'est tout le système de santé, et il est vrai qu'il n'y a pas que les médecins. Donc les Mayennais aujourd'hui, alors d'un autre côté, si je veux positiver, je veux aussi dire qu'en Mayenne, on n'est pas resté les bras croisés. On a un système de permanence des soins, 91%, on n'a pas de SOS médecins en Mayenne. 91% des médecins généralistes participent à la permanence des soins. Ce soir, à 20h, vous avez 2 régulateurs. On a doublé le nombre puisque, vu les fermetures de services d'urgence, on n'est que 23. Donc, quand on parle de doubler la garde tous les soirs de l'année, c'est pas anodin. Quand on est à 23, je peux vous dire que les gardes, elles sont plus fréquentes. Et on a ces médecins généralistes. Par exemple, sur notre département, on a des hôpitaux de proximité. C'est aussi eux qui assurent la continuité des soins des hôpitaux de proximité. Et qu'on est en train de travailler. On était encore en réunion vendredi soir avec les médecins des services d'urgence, avec les médecins du centre 15, pour mettre en place à partir du 1er avril 2023 un service d'accès aux soins dans le département de la Mayenne. C'est-à-dire de façon à permettre à tous ceux qui ont une demande de soins aux heures ouvrées des cabinets, de pouvoir avoir une réponse médicale, un médecin généraliste au téléphone qui pourra, s'il y a nécessité d'un examen, l'envoyer. C'est-à-dire aujourd'hui en Mayenne, c'est un peu la particularité, mais comme ailleurs, la problématique de l'accès aux soins, c'est pas le dimanche, c'est pas le lundi de Pâques, c'est pas les jours fériés, c'est pas le soir après 20h, c'est entre 8h et 20h du lundi au vendredi. C'est là les problématiques d'accès aux soins, parce que le samedi matin, on l'a rentré dans la permanence des soins. Et donc, c'est ce à quoi on travaille actuellement pour mettre en place, mais en sachant que ça va être augmenter la masse de travail pour les médecins généralistes, quand on va mettre en place ce service qu'on avait mis en place en 2020, lors de la crise Covid, mais on n'aura pas de bras supplémentaires, on en sera même moins nombreux qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est un conseil départemental, c'est aussi voir les choses positives, parce que sinon on va parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, voir ce que fait un département comme le nôtre, un conseil départemental qui a décidé d'accompagner les professionnels, puisqu'on dit que les locaux, quand on doit travailler avec un assistant médical, c'est plus le même cabinet pour le médecin généraliste. Voilà, on doit péter des cloisons, on doit transformer les cabinets, y compris des maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont ouvert il y a 1 an ou 2 ans. Elles ne sont pas adaptées à travailler avec un assistant médical. Et bien on a le conseil départemental qui a voté le fait de payer toute ou partie des travaux. On a vu la difficulté, parce qu'ils ont la tête sous l'eau, ces médecins, je le disais tout à l'heure, à aller vers de nouvelles organisations. Eh bien, c'est le conseil départemental qui a décidé de financer la création d'une association qui s'appelle Match Santé Lab, qui aura vocation à accompagner les professionnels de santé vers des innovations organisationnelles. La directrice Patricia Oudéier est là, et donc c'est tous nous accompagner, c'est nous dire, oui, c'est comment ça sera comment le cabinet pour travailler avec un assistant médical, c'est quelle organisation on met en place. J'ai pas envie d'être l'employeur de mon assistant médical, nous orienter vers des groupements d'employeurs, lever les craintes, lever les freins, parce qu'aujourd'hui en Mayenne, très clairement, si la moitié des médecins généralistes et des autres médecins libéraux étaient en capacité de pouvoir avoir un assistant médical temps plein, il n'y a plus de problème d'accès aux soins dans notre département. Et qu'est-ce qui l'en empêche alors? C'est la rémunération que vous avez à la base ou pas? D'embaucher des assistants médicaux, les freins sont multiples. Premièrement, je commençais par le plus simple, la peur du changement. Quand vous avez la tête sous l'eau, vous avez toujours l'impression que changer, ça va être pour bosser plus. Le fait que le dispositif de l'assistant médical, qui en soi bénéficie d'un financement de l'assurance maladie, quand ils viennent nous voir,
Ils nous disent qu'il faudra augmenter votre patientèle. Médecins traitants, ils ont déjà la tête sous l'eau, ils sont à 2000, 2500, 1500 patients, ils en peuvent plus. Et alors en fait, il n'y aurait même pas besoin de le dire parce que ça se fait naturellement. C'est aussi travailler, l'assurance maladie, on a pris conscience, travailler sur les éléments de langage. Ben, c'est la transformation du cabinet. C'est-à-dire des cabinets qui soient vieux et parfois ça veut dire déménager. Là on était ce midi et là on était avec une autre médecin généraliste, il y a aussi une neurologue qui est en train de reconstruire tout un cabinet parce que le cabinet où elle était n'était pas adapté à travailler avec un assistant médical. On voit, et donc c'est partir sur des projets immobiliers, soit nous en tant que professionnels, soit les collectivités locales, pour nous permettre de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et puis après, puisque ce n'est pas notre culture de médecins traitants d'être des employeurs, je l'ai dit, il y a même des médecins généralistes qui n'ont plus de secrétaire médical, alors que c'est un vrai plus, hein, très clairement, dans l'exercice quotidien, pour les tâches administratives, qui prennent des secrétariats téléphoniques. Eh bien, si vous ne voulez pas être employeur, très bien, vous pourrez avoir un assistant médical, mais il y a un groupement d'employeurs qui a été créé sur Nantes pour toute la région, par les médecins libéraux, qui a été créé pour être l'employeur de ces assistants médicaux. C'est travailler sur toutes ces choses-là, et puis après, c'est prendre la main de ces médecins, les accompagner dans ce changement organisationnel. Parce que c'est aussi travailler différemment. Le retour qu'on a, on n'a pas été formé, y compris les jeunes médecins. Hein. Même encore maintenant, la faculté ne forme pas pour avoir des assistants. Il y a très peu de maîtres de stage avec des assistants, même avec des IPA, des infirmières pratiques avancées. C'est des choses qui ne sont pas, même dans l'enseignement de la fac. Ce n'est pas notre culture. Et que nous disent certains médecins, ce qui s'entend, puisque ça n'a pas fait partie de leurs études, mais je ne veux pas prendre un assistant médical pour passer moins de temps avec mon patient. C'est-à-dire, c'est tout ce contact qu'il y a avec le patient. Or, aujourd'hui, toutes les enquêtes qui sont faites des médecins, qui soient généralistes, pédiatres ou autres, qui travaillent avec un assistant médical temps plein, le médecin vous dit, plus jamais comme avant. Là, ce midi, on était avec une médecin généraliste. Là, elle est partie en formation 2 jours, son assistante médicale, parce qu'il y a une formation obligatoire. Elle a dit, je me suis retrouvé avec les conditions d'exercice d'avant, mais plus jamais comme ça. Que vous disent les assistants médicaux, mais c'est super comme travail, et que vous disent les patients, mais on est mieux suivi qu'avant. C'est la même chose avec les infirmières de pratique avancée. Sur notre maison de santé à Mayenne, on a salarié une infirmière de pratique avancée. Et cette semaine, elle arrive à 600 patients médecins traitants. Ce qui nous permet de prendre en charge d'autres patients. Et la même chose, je veux dire, c'est que quand on interroge les patients, ils nous disent mais c'est super comme suivi. Et d'un autre côté, c'est pas rien d'aller salarier un professionnel supplémentaire. C'est mettre en place des protocoles, c'est être accompagné. On a été accompagné, entre autres, pour toutes ces innovations, par l'association qui a précédé My Santé Lab, qui était Palex, et par Patricia Oudéier pour ces innovations-là. C'est indispensable, on ne peut pas faire ça tout seul, d'abord parce qu'on ne sait pas, c'est être conscient aussi de ses lacunes, et comme je l'ai dit, les seules études qu'on a faites, c'est celles de médecine. Du coup, vous attendez quoi des négociations avec le gouvernement? Parce que là, visiblement, vous entrez en grève, c'est pas un chantage, hein, évidemment, mais c'est un blocus pour obtenir quelque chose. Alors c'est quoi? C'est quoi qui va permettre de débloquer? Donc premièrement, c'est une revalorisation de la consultation de base qui, je rappelle, était à 25 € en 2016. Il y a eu l'inflation d'ici là. Il y a une nécessaire revalorisation vu l'inflation et toute cette consultation de base. Ça, c'est la priorité pour Non, 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 c'est pas. Ça fait partie des demandes. Très clairement, on ne peut pas se dire que depuis. Surtout qu'une convention, c'est pour 5 ans. On ne peut pas dire que les tarifs de la consultation de base à 25 €, voilà. Ce qu'on demande, c'est ce qu'on appelle une hiérarchisation des consultations. C'est-à-dire que les consultations complexes, longues, soient un niveau de rémunération qui serait, nous on l'a chiffré à peu près à 60 €. Alors ça veut dire que ce n'est pas le médecin qui va décider d'eux. C'est-à-dire que, par exemple, tous les patients atteints de pathologie chronique, peut-être 2 fois par an, je fasse une consultation longue. Ce qui inciterait éventuellement à voir moins souvent les patients quand ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, et puis c'est aussi le regard qu'on porte sur notre activité. Moi, quand je fais une consultation de 3/4 d'heure, qu'au bout du compte, 25 €, mais je me dis, oh, quelle considération on a pour le travail que je fais. Donc ces consultations-là à 60 €, c'est pas de transfert de compétences. Je l'ai dit, on veut travailler avec des assistants médicaux, on est sur un département où il y a
beaucoup de maisons et pôles de santé, on est en exercice coordonné, mais ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse localement nous coordonner avec les autres professionnels, et tout ce qui tombe de Paris sur des professionnels en accès libre, mais c'est des chiffons rouges. C'est au terrain de décider comment on prend en charge la population. Nous, on est en train de voir, par exemple sur Mayenne, ben voilà, avec les infirmières, pour les patients âgés à domicile qui ne peuvent pas se déplacer, on va faire des téléconsultations assistées, l'infirmière du patient à domicile et nous dans notre cabinet. C'est qu'on nous laisse nous organiser, mais qu'on ne dise pas, bah, écoutez, il n'y a pas de médecin traitant, maintenant c'est telle profession qui va remplacer le médecin traitant. Ça n'a pas de sens en termes de qualité du parcours de soins. C'est pas de coercition à l'installation. Donc le point d'avance, c'était donc pas de transfert de compétences. C'est un cumul emploi-retraite sans cotisation à fonds perdu. On a besoin de ces médecins. La seule mine d'or sur laquelle on est assis en Mayenne, c'est les médecins retraités. C'est la seule mine d'or. Il n'y a pas de fac de médecine en Mayenne et tout. Par contre, des jeunes médecins retraités, puis on voit tous ceux qui vont prendre, vu la moyenne d'âge des médecins généralistes dans le département, voilà. Et puis, bon, il y avait aussi quelque chose qui concernait la retraite, mais qui est réglé avec l'assurance maladie. Donc, c'est tout ça. La consultation de base, une revalorisation. Les consultations complexes à 60 €. Bien sûr, augmenter aussi le forfait du patientèle médecin traitant. C'est que, globalement, c'est nous donner les moyens d'embaucher, de modifier nos organisations et donner envie. Vous trouverez... Excusez-moi, on peut poser une question à partir de visio? Oui, bien sûr. Ah bah oui, il y en a déjà qui en ont posé. Ouais. Donc Jean-Bernard Gervais pour Medscape. Je voulais savoir concernant en fait justement l'exercice des jeunes médecins retraités dans le dernier PLFSS, il est bien inscrit une exonération des cotisations sociales. Là, vous avez eu gain de cause. On a eu gain de cause, mais en sachant qu'on attend la définition du plafond. C'est des négociations qu'on va avoir entre autres avec François Braun, avec le ministre de la Santé. Puisqu'il y a un décret qui va définir le plafond au-delà duquel il n'y aura plus d'exonération. Moi, j'aurais tendance à vous dire que là où on en est aujourd'hui, s'il y a un médecin retraité qui veut travailler beaucoup, je n'ai pas envie qu'on lui fasse payer au-dessus. On a besoin de ces mains-là, on a besoin de ces gens-là, et que ça peut être très limitatif, hein, parce que ça existait pendant la crise sanitaire dans les centres de vaccination, mais c'était plafonné, je crois, à 13 500 €. Et alors une autre question, un problème que vous avez soulevé tout à l'heure, je pense en particulier à cette patiente qui menaçait de se suicider parce qu'elle n'avait pas accès à un médecin spécialiste. Est-ce que vous avez des solutions à proposer pour l'accès en fait justement aux soins de second recours, aux médecins spécialistes? Alors deux choses par rapport à ça. C'est que le service d'accès aux soins qu'on met en place l'an prochain, j'espère au 1er avril, on va commencer par les médecins généralistes, mais l'accès aux soins en Mayenne, ce ne sont pas que les médecins généralistes, je l'ai dit, le service d'accès aux soins, il a aussi vocation à faciliter l'accès aux médecins spécialistes, mais pas que, aux orthophonistes, à des kinés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous dit on va mettre en accès libre l'accès à l'orthophoniste, au kiné. Mais attendez, moi quand j'ai un patient qui fait un accident vasculaire cérébral, qui sort de l'hôpital parce qu'il a une aphasie, on ne comprend plus, il a besoin de démarrer tout de suite des séances d'orthophonie. Les rendez-vous sont à 6 mois. Quand il a besoin de faire de la kiné parce qu'il est paralysé, il a une hémiplégie, on a un mal de chien à trouver un kiné, on commence la kiné 1 mois, 2 mois après. Est-ce que finalement mettre en accès libre ces professionnels de santé, ça ne va pas encore repousser les délais? Et puis le deuxième moyen, donc c'est ça, le SAS, il aura vocation demain, une fois qu'on aura réussi à répondre aux demandes de soins non programmés de médecine générale, on a vocation à aller vers les autres professionnels et vers les autres médecins. Deuxième chose, c'est la mise en place, on l'a vu, on voit, c'est surtout les médecins généralistes qu'aujourd'hui se sont organisés en MSP, en CPTS, des organisations territoriales pluriprofessionnelles, et on sait qu'aujourd'hui, le projet pour les spécialistes, c'est les équipes de soins spécialisées, c'est-à-dire s'organiser, soit monoprofessionnels, soit monodisciplinaires, juste une ESS de cardiologue et tout. On est alors à Paris, ça a du sens de faire une équipe de soins spécialisée de cardiologues, à Carpentras, de neurologues. En Mayenne, ça sera peut-être une équipe de soins spécialisée avec tous les spécialistes. Et là, cette organisation-là, on la sollicitera pour dire, eh bien, écoutez, on a des patients, il faut prioriser ces rendez-vous-là. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on passe d'une organisation individuelle, où chacun prend en charge ses patients, à une organisation
collective, territoriale, et donc pas seulement pour les généralistes. Pour ce qui est des autres spécialistes, nous on l'a vu sur notre département, les soins primaires et entre autres les médecins généralistes avec les infirmiers, les pharmaciens, c'est très bien structuré. Pour les spécialistes, nous ça sera le département, on a un département de 303 000 habitants, ces équipes de soins spécialisés ont vocation pour nous et même éventuellement pour certaines spécialités médicales, aller chercher la ressource humaine, l'expertise en dehors du département. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez été coupé, vous vouliez poser une question. La question en fait des ressources humaines quelque part, puisque vous disiez la problématique finalement c'est d'avoir accès à ces spécialistes. Quelle est la solution pour vous? Parce qu'ils ne vont pas tomber dans un charter effectivement. Il n'y a jamais une solution, c'est une multitude de solutions. Et qui ne dépend pas des médecins. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez finalement que la solution, elle était peut-être en interne, mais que certains ne franchissaient pas certaines étapes. Donc vous êtes en colère, mais il faut qu'on les accompagne. Solution, elle est aussi... Non, mais très clairement, vous avez bien vu qu'on doit modifier nos organisations professionnelles, mais que ce n'est pas simple. Hein. Il y a quand même plein de cabinets médicaux. Depuis 30 ans, il n'y a que les moquettes et les peintures qui ont changé. Or, nos patients ont totalement changé. La démographie a changé. Alors, entre autres, comment libérer du temps au niveau des autres spécialistes? Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'organisation médecins, infirmiers, tout particulièrement ce binôme médecin-infirmière, il y a plein d'examens qui sont faits par ces spécialistes. Les électrocardiogrammes, les holtères tensionnels, les spirométries. Le tout, c'est mettre en place des organisations qui vont même améliorer l'accès aux soins. Je prends l'exemple des patients atteints de bronchite chronique obstructive, de problèmes respiratoires qui sont en général des anciens fumeurs. Aujourd'hui, en France, la moitié des patients atteints de BPCO ne sont pas diagnostiqués. C'est-à-dire que des gens, quand on va les voir au cabinet, alors qu'ils ont déjà des signes, si on explorait, aujourd'hui, dans nos organisations territoriales, si on s'organise avec des assistants médicaux, on investit dans des outils, on peut faire ce travail-là. Que font aujourd'hui les spécialistes? Et si on fait ces examens-là, ce n'est pas le médecin qui va faire les spirométries, qui va faire les ECG, ça va être l'assistant médical, ça va être éventuellement l'infirmière. On va libérer du temps de spécialistes qui pourra nous prendre plus rapidement. Les gens, on a besoin de l'expertise du cardiologue, on a besoin de l'expertise du pneumologue. C'est aussi comme ça, je veux dire, qu'on doit évoluer de façon à améliorer l'accès aux soins, y compris des spécialistes. La question, je pense derrière tout ça, c'est quels moyens? Oui, ça ne sera pas nous médecins tout seuls, et c'est pour ça on nous propose moins de moyens pour faire plus. Alors que la plupart de nos collègues n'en peuvent déjà plus. Là, vous voyez les plus motivés en pratique. C'est pas le médecin qui est tout seul, là, qui est en train de consulter et qui va terminer dans, je sais pas quelle heure il est, dans 5 heures. Donc là, le projet actuel, comme il est parti, je ne vois pas comment on peut faire plus sans nous donner plus de moyens. Donc la négociation, pour l'instant, elle part de zéro, quoi. Les moyens, pour aller plus loin, aujourd'hui, les moyens mis sur la table par le gouvernement, l'assurance maladie, on sait très bien que les décisions, elles ne sont même pas prises par le ministre de la Santé, c'est pris à l'Élysée en lien avec Bercy. Les moyens qui sont mis aujourd'hui dans la négociation conventionnelle qui s'est ouverte permettraient juste de faire passer la consultation de base de 25 à 30 euros, c'est-à-dire à peu près du montant de l'inflation depuis 2016. Alors que je tiens à rappeler qu'une convention médicale, j'ai dit tout ce qu'on attendait d'autre, mais c'est aussi pour l'ensemble des médecins libéraux. C'est pour l'ensemble des médecins libéraux, c'est pour les neurologues, pour les rhumatologues, pour les pédiatres, pour les endocrinos, pour toutes ces spécialités cliniques qui aujourd'hui en médecine libérale, qui rament, parce que aujourd'hui, l'acte clinique, on est dans un pays, on a toujours revalorisé l'acte technique et pas l'acte clinique. Et pour les consultations de tous les jours, pas les consultations complexes dont vous parliez tout à l'heure, les consultations qu'on paye 25 € avec bien sûr l'assurance maladie qui rembourse les 2/3, est-ce que sur ces consultations-là, vous voulez vous demander une augmentation aussi? C'est ce que j'appelle la consultation de base. Ouais.
C'est la différence qu'on a avec le mouvement qui s'est créé en France, la coordination. C'est aussi, on a connu ça en 2002, mais là, on a un mouvement très très fort, soutenu par certains syndicats, de dire que c'est plus possible. Entre autres, cette consultation de base, les médecins généralistes sont les médecins avec la consultation la moins bien rémunérée au niveau européen. Nous, donc, oui, on demande une revalorisation, ça date de 2016. Donc, pour nous, elle doit être, à minima, c'est 30 euros, c'est l'inflation. Certains demandent 50 euros. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas 50 euros? Il y a 30 ans, on aurait pu le demander, quand il n'y avait pas de problématique d'accès aux soins. Notre crainte, et on partage la même chose au niveau de deux syndicats, c'est que si cette consultation de base passe à 50 euros, en effet, vous avez certains professionnels qui vont se servir de ça, ce qui sera une augmentation des revenus, très clairement, pour modifier leurs organisations professionnelles. Ce qu'on a aussi peur, c'est que finalement, ça soit aussi le fait de dire, ben finalement, je travaille moins. Il y a l'exemple du Québec qui est caricatural, où il y a 7-8 ans, là-bas ça s'appelle des médecins de famille, ce n'est pas des médecins traitants. Ces médecins de famille ont augmenté leur rémunération de 30% et les délais de rendez-vous chez le médecin de famille est passé de 15 jours à 3 mois. Donc voilà, donc nous, on ne sait pas ce qu'on plébiscite, c'est-à-dire c'est prendre compte du contenu de notre activité des consultations complexes. Il est vrai qu'il y en a qui sont moins complexes, donc il y a la revalorisation nécessaire qui tient compte de l'inflation. Et par contre, pour l'objectif de ce qu'on propose, nos deux syndicats, très clairement, tout le contenu de ce qu'on propose à l'assurance maladie, le fil rouge, c'est que ce qu'on propose, on doit avoir la garantie d'améliorer l'accès aux soins. On doit avoir cette garantie-là. Et qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la convention de la dernière chance, parce que on ne peut pas se planter sur cette convention-là. L'accès aux soins, aujourd'hui, en Mayenne, comme partout en France, et savoir que ça va se dégrader, c'est inacceptable pour nous. C'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui décrochent. Je veux dire, c'est savoir, vous iriez écouter nos secrétaires, mais je vois nous, notre pôle de santé, notre maison de santé, on est 8 médecins, il y a 64 rendez-vous de libre pour des urgences tous les jours. Ce matin, à 8h35, il n'y avait plus de place. C'est-à-dire que depuis 8h35 jusqu'à ce soir, les secrétaires sauf des urgences, des nourrissons, mais disent non. On paye nos secrétaires à dire non. Donc, c'est plus acceptable. Je veux dire, on doit modifier nos organisations. Et cette contribution-là, cette augmentation de la consultation, c'est à quelle charge, enfin, qui va le payer de l'assurance maladie? Vous demandez à ce que ce soit l'assurance maladie ou ce que ce soit vraiment le patient qui, lui... Ah non, il est hors de question, même si on est dans un pays où le reste à charge pour les patients est le plus faible de toute le CDE, si on est, et c'est très bien. Je veux dire, ça doit être remboursé par l'assurance maladie. Mais d'ailleurs, si je prends l'exemple, c'est ce que je citais tout à l'heure à la commission paritaire locale, où il y a aussi les représentants du monde des salariés et tout, et du patronat, c'est l'exemple du centre de santé départemental de Saône-et-Loire. Vous avez le département face à une situation comme la Mayenne, manque de médecins, et puis les entreprises viennent plus s'installer parce que on manque de médecins, on n'aura pas de médecins pour soigner les enfants de nos salariés dans les entreprises. Décide de salariés, 70 médecins généralistes en Saône-et-Loire, 70 médecins salariés. Je l'ai dit, 341 patients par médecin. C'est le coût pour le département, puisqu'il a salarié ses médecins, c'est 6,5 millions d'euros par an. Il y a 5,5 millions qui sont produits par les soins que font c'est l'assurance maladie qui paye le conseil départemental pour les soins faits par ces médecins. C'est un déficit d'1 million d'euros. Aujourd'hui, vous avez par exemple le département de la Saône-et-Loire qui met 1 million d'euros pour compléter ce que donne l'assurance maladie pour financer 70 médecins généralistes. Nous, on ne demande pas à ce qu'on donne cet argent au conseil départemental. Ce qu'on veut, et donc en effet, ils travaillent avec des assistants médicaux, avec des cabinets, ils arrivent, ils ont moins de charges administratives. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir les moyens de pouvoir financer ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Quand est-ce que vous retournez autour de la table pour négocier? Parce que vous avez parlé d'un risque de grève, donc jeudi, vendredi. Quid de la semaine prochaine? Alors, on va voir. J'ai dit qu'il y avait une réunion nationale ce soir. On va voir.
Aujourd'hui, on a une première réunion, une grand-messe avec tout le monde. On a claqué la porte, on est tous partis. Depuis se tient des bilatérales. On était en bilatéral la semaine dernière, tous les syndicats un par un, avec l'assurance maladie. On a d'autres la semaine prochaine. Je crois que c'est le 15... il y a une autre où on réunit tout le monde le 15 décembre. Très clairement, si c'est à nouveau... non, c'est pas sur celui-là, c'est 2023. Si à nouveau on est confronté à une assurance maladie, parce que qu'est-ce qui s'est passé à la première séance? C'est comme elle n'a pas les moyens financiers dans le cadre, c'est qu'elle n'a pas voulu parler des tarifs, en disant, bah, écoutez, on en discutera en février. Ça ne répond pas, aux attentes des médecins. Donc si globalement, la prochaine séance qu'on a, où tous les syndicats se retrouvent avec l'assurance maladie, c'est la même chose que la première, ça va partir en vrille. Hein. Mais la semaine prochaine... On est en bilatéral, on verra, mais on aura une petite idée de la phase. C'est des bilatérales, là c'est complètement différent. Après, donc les cabinets médicaux devraient être ouverts pour informer les lecteurs. Les cabinets devraient être normalement, il n'y a pas, normalement. pour le moment, mais à 17h30, il n'y a pas d'autres actions de prévues. On sait dans les choses qui sont envisagées par les uns et par les autres, parce que ce n'est pas non plus le premier mouvement, hein, il y en a eu d'autres. Hein. Et donc, je l'ai dit, il peut y avoir à venir la permanence des grèves de permanence des soins, des fermetures de cabinets entre Noël et le 1er de l'an, une manifestation nationale au mois de janvier, on verra. Mais la balle est dans le camp du gouvernement. Hein. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu avec pas seulement des médecins, avec d'autres professionnels. Aujourd'hui, il faut créer le chaos pour être entendu par le gouvernement. C'est triste. Alors on est conscient, nous, les médecins, tu m'en parlais tout à l'heure, les médecins hésitent parce qu'on sait que fermer les cabinets, globalement, ça aggrave l'accès aux soins. Mais d'un autre côté, ils sont aussi responsables. Par exemple, alors que les cabinets sont fermés jeudi et vendredi, on a mis 4 médecins régulateurs jeudi soir et vendredi soir, de 20h à minuit. On aura les médecins qui seront sur le terrain pour prendre en charge. Avant on était 1, après ça on est 2, et là 4 médecins régulateurs pour avoir les demandes de soins des Mayennais jeudi soir et vendredi soir. Et samedi matin, parce qu'on sait qu'il y aura encore un report sur le samedi matin, on a triplé le nombre de médecins régulateurs. Au CH de Laval? Non, les médecins qui régulent la permanence des soins ambulatoires. D'accord. Je veux dire, l'organisation des médecins libéraux. Vous, si, imaginez, jeudi, si vous avez un enfant qui a 39,5, d'habitude vous appelez votre médecin généraliste. Là, son cabinet sera fermé. Et bien, éventuellement, si le soir il a 40 à 20h, vous ferez le 116-117 sur le département et vous aurez 4 médecins qui seront là pour pouvoir répondre et qui, si besoin, s'il y a besoin d'un examen clinique, enverra votre enfant vers un médecin de garde. Oui, donc en fait, ce mouvement de grève, vous n'avez pas eu le cœur de le faire jusqu'au bout parce que vous vous dites quand même notre patientèle, elle a besoin de médecins pour être là. Dans le pire des cas, par exemple, un nourrisson qui a 42 fièvres ou une urgence vitale ou un truc comme ça, là... Ce mouvement, c'est un mouvement de fermeture des cabinets médicaux. À partir de 20h, c'est la permanence des soins ambulatoires, même si c'est les mêmes médecins qui assument la permanence des soins ambulatoires, c'est une autre organisation. Oui. Et là, dans l'immédiat, c'était d'ailleurs la crainte de l'ARS que j'avais au téléphone hier, c'est de dire, là, dans l'immédiat, on a décidé qu'il n'y aurait pas de grève de permanence des soins. Après ça, j'ai dit, on n'a rien à perdre dans ce mouvement, là où on en est, vu le niveau de désespérance des médecins généralistes. Donc très clairement, si on nous pousse à bout, c'est que la première marche du mouvement. Il n'y a pas d'autres questions? Allô Paris, il n'y a pas d'autres questions, donc c'est bon? Ça roule. Eh bien, écoutez, merci à vous. Et puis, je crains malheureusement qu'on ait l'occasion de se revoir, parce que je le dis, on voit rien bouger, quoi. Malgré tous les contacts qu'on peut avoir avec l'avenue de Ségur, avec Matignon, avec l'Élysée, il n'y a rien qui bouge, quoi. La pression n'est pas assez forte. Donc il va falloir faire monter la pression.